Énorme choc à venir entre le PSG et les Reds mercredi soir en 8e de finale de Ligue des Champions au Parc des Princes. Il y a une question qui me trotte dans la tête. On sait que Liverpool marche sur l'eau. On a beaucoup parlé des Reds ces dernières semaines dans Tour d'Europe. Mais pour ceux qui n'ont pas l'occasion de regarder la Première Ligue tous les week-ends, j'aimerais que tu nous situes, Philippe, ce Liverpool en termes de niveau, de qualité par rapport au meilleur Liverpool de Jürgen Klopp, celui qui a gagné la Ligue des Champions en 2019, celui qui a gagné la Première Ligue en 2020. Voilà, ces Reds actuels, où est-ce qu'ils se situent par rapport au meilleur Liverpool des dernières années? C'est une question piège parce que c'est en fait une question à laquelle on pourra vraiment répondre au mois de mai. Mais comme nous sommes aujourd'hui, je te dirais qu'elle est, à mon sens, moins spectaculaire que le grand Liverpool qui avait été sacré champion d'Europe et puis champion d'Angleterre également. Elle est moins spectaculaire, mais elle est plus forte. En ce sens qu'elle, pour moi, elle est plus versatile. Elle est davantage capable de varier son approche du jeu. Elle a une profondeur de banc assez extraordinaire, notamment dans le secteur offensif, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé, mais là tu regardes qui il y a et qui ne peut pas jouer en raison des performances actuelles. Tu te dis que bon, il y a très très peu de clubs en Europe. En fait, cite-moi un qui ait une telle, ce qu'on appelle un embarras de richesse dans le secteur offensif. Il y a pas, la petite chose peut-être c'est un milieu de terrain qui est quand même très dépendant des trois titulaires actuels, McAllister, Gravenberch et Szoboszlai. Et tu te dis derrière, c'est pas tout à fait la même chose, mais très honnêtement, l'effectif est magnifique. Et tu sens vraiment, oui, cette capacité de versatilité. Alors que l'équipe de Klopp, la grande équipe de Klopp, ou les grandes équipes de Klopp, parce qu'il y en a eu plusieurs, étaient des équipes qui avaient tendance à tout emporter sur leur passage, qui étaient un petit peu chaotiques, hein, qui étaient des, et là, c'est beaucoup moins chaotique, même si jamais tu as toujours des moments où tu vas retrouver ces impulsions, ces changements de rythme subites et totalement déstabilisants pour l'adversaire, tu les auras toujours. Mais à côté de ça, tu as une assise, je dirais une espèce de contrôle, de sens du contrôle du match et des opérations qui est supérieur à celui que tu sentais du temps d'Jürgen Klopp. Et la preuve en est, tu sais, ils ont connu une toute petite période, c'était pas un passage à vide. Ils ont connu une période de turbulence avec l'élimination comment dire, de la FA Cup, la défaite contre Eindhoven, les deux matchs nuls en Première Ligue, une victoire très 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 compliquée à Bournemouth, et on s'est dit, voilà, peut-être que c'est un moment où Liverpool a une petite période de creux, et puis en fait ils se sont complètement repris, et derrière tu les as vus, bah, tu as vu comment ils ont assuré contre Manchester City à Manchester City. C'était la performance d'un champion. Et donc oui, pour répondre à ta question, moi je les mets au moins au même niveau, mais bien évidemment je m'avance. Tu pourras peut-être me ressortir ce clip à la fin du mois de mai et me dire Philippe, quand même tu disais n'importe quoi. Et ou alors tu le ressentiras, tu disais franchement tu as des qualités de prophète. Enfin c'est pas vraiment des qualités de prophète parce que tout le monde s'accorde en Angleterre à reconnaître que cette équipe de Liverpool est absolument superbe et que très honnêtement en Europe tu vois pas très bien qui est à ce niveau-là. Tu peux imaginer sur un match un Real Madrid ou un PSG Mhm. faire un coup extraordinaire. Sur deux matchs, ça sera beaucoup, beaucoup plus compliqué. Est-ce que c'est un peu le test ultime pour toi, pour valider un petit peu tout ce qu'on dit de bien de ce PSG? Parce que on rappelle, on l'a presque oublié, que Paris a perdu quand même en début de saison de Ligue des Champions contre Arsenal, contre l'Atlético, contre le Bayern, à un moment où il affichait un visage bien différent. Est-ce que ça, c'est le test pour valider que oui, ce PSG est très très fort et qu'il peut l'être vraiment dans les plus hautes hauteurs? Pour moi, Arthur, ce sera un marqueur important dans l'ère Luis Enrique du côté du PSG par rapport à la notion de redéfinition du projet Ouais. qu'a avancé le PSG après le départ de Kylian Mbappé. Battre Liverpool avec une élimination de Liverpool à Anfield sur un match retour. Il faut savoir qu'Arthur, sur les 20 dernières saisons, seuls Benfica, l'Atlético et le Real Madrid ont réussi ce tour de force. Ouais. Donc ce serait quand même une mission d'envergure pour le PSG qui validerait cette idée que on a un groupe qui a été rajeuni et qui n'en est pas moins compétitif par rapport à la saison dernière. Et là, pour le coup, Liverpool est l'adversaire indiqué, entre guillemets, parce que, encore une fois, on contextualise sa meilleure équipe européenne de la saison, mais ce serait l'adversaire indiqué pour valider cette idée que la croissance est effective aussi bien en Ligue 1 où tu es surdimensionné, mais aussi en Europe. On a compris là sur les derniers matchs qu'à Paris, désormais, le danger vient de partout, encore un peu plus d'Ousmane Dembélé.
Est-ce qu'à l'inverse, tu vois une faille plus flagrante qu'une autre dans cette équipe-là? On a vu par exemple que si on veut vraiment chercher la petite bête, il y a ces 2 buts pris en fin de match contre Lyon, il y a ce but pris aussi contre le LOSC en seconde période. Est-ce que c'est du côté de ces petits relâchements qu'il faut essayer de serrer encore un petit peu plus la vis? Oui, il y a une marge de progression, notamment dans ta capacité à défendre dans ton propre camp. C'est le PSG, c'est là où il doit davantage, entre guillemets, s'améliorer. C'est sur cette capacité à garder sa cage en violet. Ouais. Et ça, c'est un élément qui est très important sur la Coupe d'Europe parce que, en plus, tu vas affronter une équipe qui est beaucoup plus caméléon qu'on ne peut le croire. Parce que quand on parle de Liverpool, on parle d'une équipe, bien évidemment, portée vers l'avant, une équipe qui est une machine à presser. Mais attention, on a vu des matchs et cette saison, une équipe de Liverpool qui, notamment sur la défense placée, est très efficace. C'est une équipe qui est capable de vivre sans ballon et de repousser toutes les attaques adverses, avec notamment un Van Dijk qui est resplendissant, avec un Konaté qui est resplendissant. Et ça, le PSG n'en est pas encore à ses considérations. Pour moi, le PSG est une équipe qui est capable de t'étouffer dans ton propre camp. Mais par contre, elle manque encore un peu de rigueur, notamment sur sa capacité à défendre dans son propre camp. Et on sait que face à Liverpool, il y aura des séquences où Liverpool aura le ballon dans le camp adverse. Et c'est là où le PSG sera attendu, et notamment sur cette gestion de momentum, parce que quand on parle de la Ligue des Champions, c'est la compétition du momentum, c'est la compétition de l'irrationnel, où il faut faire très attention. Donc pour moi, c'est la marge d'amélioration du côté du PSG, cette capacité à défendre de manière compacte dans son propre camp. On va prendre ces clubs espagnols, on va juste basculer sur la scène européenne parce qu'il y a un tout petit match qui nous attend, un tout petit derby de Madrid, mardi, Atlético Real en 8e de finale de Ligue des Champions. On a beaucoup parlé du Real évidemment cette saison, un peu moins de l'Atlético dont on a commencé à parler avec toi à l'instant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe? Est-ce qu'il y a cette saison des raisons plus que d'habitude de croire que l'Atlético peut faire mal en Ligue des Champions ou en Ligue 1, en tout cas remporter un titre majeur? Et comment est-ce que tu situes cet Atlético dans ce choc à venir face au Real? Alors honnêtement, moi je pensais en début de saison que l'Atlético serait un gros prétendant pour la Liga, plutôt, parce que justement ils ont cet effectif qui est extrêmement complet. Et c'est surtout, là, au fil de la saison, ils ont été très peu touchés par les grosses blessures. Donc voilà, ils sont sur une dynamique extrêmement positive. On sait que l'Atlético a plus de mal en Ligue des Champions. Parce que c'est-à-dire que même quand ils sont face à un adversaire contre lequel ils peuvent vraiment rivaliser, et je repense, c'était saison 2019-20, la suivante, en Ligue des Champions, où ils jouent contre Manchester City, où au match retour, ils tiennent tête à Manchester City, mais au final, ça fait 0-0, alors qu'au match aller, il y a eu 1-0 pour City. En fait, on sent à chaque fois qu'il y a un peu une forme de blocage dans ces matchs décisifs de la part de l'Atlético pour passer un step supérieur. Et d'autant plus dans un derby madrilène en Ligue des Champions. C'est vraiment des mauvais souvenirs pour l'Atlético à cause de ces finales perdues. Et on sait très bien, le Real Madrid, de son côté, a vraiment une supériorité, en tout cas mentale, sur ces matchs décisifs en Ligue des Champions. Si on regarde les dernières confrontations, au final, c'était toujours des scores 1-1. Il y a eu 3-1-1 sur les 3 derniers Real Atleti, les 3 derbys madrilènes. Les 2 autres avant se sont disputés sur les prolongations. Donc voilà, c'est un match gagné par l'Atleti, l'autre par le Real. Donc voilà, c'est vraiment 2 équipes qui se tiennent bien. Et pour l'instant, l'avantage est à l'Atlético, évidemment, parce qu'ils ont, déjà cette avance en Liga, parce qu'ils n'ont pas de blessés à part Koké. Mais voilà, on connaît l'ascendant mental, en tout cas, du Real sur l'Atlético, et ça va être évidemment un gros match. À voir si l'Atlético, là, pour ce match aller à Bernabéu, est capable de tenir le match nul pour ensuite faire basculer, évidemment, au Wanda Metropolitano. Il y a quand même un joueur qui nous intéresse, c'est Julián Alvarez, qui peut-être est celui qui peut apporter quelque chose d'un petit peu différent à cet Atlético. Il marque beaucoup ces dernières semaines et il marque surtout contre les gros. Il a marqué contre le Barça, contre le Real. Il est finalement le profil type de ce que l'Atlético a besoin en attaque. Oui, tout à fait. Et en plus, il se complète très bien avec des joueurs comme Giuliano Simone, du coup, le fils de Diego, qui a été lancé cette saison. Ils se comprennent très, très bien dans le jeu, très, très bien dans l'utilisation des espaces. Donc, c'est vraiment une paire terrible pour le Real Madrid, surtout que eux, du coup, défensivement, au Real, ça va pas fort. Et Julián Alvarez, il est dans un moment de confiance
incroyable. On l'a vu encore ce week-end, voilà, un but, une tentative, un but. Alors la passe de Marcos Llorente est magnifique, mais voilà, lui, il est seul devant le gardien et il fait systématiquement les bons choix. C'est vraiment ça qui est bluffant en fait sur la saison de Julián Álvarez, parce que évidemment, passer d'une équipe de Guardiola où on a la possession 80% du temps, voilà, il fait beaucoup utiliser le ballon, à une équipe qui joue un jeu beaucoup plus direct comme l'Atlético, c'est très compliqué et pour autant on a l'impression qu'il est né pour jouer dans ce type d'équipe. Il a tout de suite adhéré à ce que voulait Simeone et en même temps avec le temps qui lui était laissé par l'arrivée de Sorloth. Donc ça, c'est super bien négocié. Franchement, c'est aussi du beau travail de la part de Simeone d'avoir réussi à le mettre dans de bonnes conditions. Et finalement, pour nous les Français, ça ferait presque oublier l'importance d'Antoine Griezmann au sein de l'équipe, parce que l'homme décisif en ce moment à l'Atlético, c'est Julián Álvarez, et Antoine Griezmann a un peu perdu de l'influence qu'il avait sur l'équipe, en tout cas celle qu'il avait à l'époque. Ils sont souvent alignés tous les deux devant. En termes de complémentarité, j'imagine que ça se passe plutôt bien quand on a deux joueurs aussi fins techniquement. C'est surtout pour Julián Álvarez qui se régale, parce que quand on a Antoine Griezmann qui a une telle compréhension du jeu, devant c'est assez facile quand on a juste à réceptionner les passes et à mettre au fond. Alors faut le faire parce que bien sûr. Parce que bon voilà, mais voilà, vu la confiance dans laquelle est actuellement Julián Álvarez, ça passe systématiquement. Mais malheureusement, une fois de plus, un lundi de plus, on est obligé de se repencher sur un pétage de plomb, en l'occurrence celui de Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'OL, qui a littéralement fait un front contre front avec l'arbitre de la rencontre entre Lyon et Brest, Benoît Milhaud. Alors, à l'instant où on se parle, on ne sait pas encore quelle sera la sanction de l'entraîneur portugais. Mais déjà, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu as pensé de ces images, ce que ça t'inspire tout simplement ? Déjà, Cyril, si on a envie de faire un peu d'humour, si on a envie de relever un point positif, c'est qu'on n'a jamais lu autant le règlement que cette saison, le règlement disciplinaire. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a évacué ce trait d'humour, évidemment, c'est consternant, c'est lamentable, c'est une image qui a fait le tour d'Europe, parce que Fonseca, qui a notamment un vécu international de par son passé au Shakhtar, de par son passé à l'AS Roma et de par son passé à l'AC Milan, c'est un coach qui a une visibilité internationale, un rayonnement. Et par rapport à ça, ce carton rouge, front contre front, est quand même déplorable, non seulement pour l'Olympique Lyonnais, qui va être pour moi la première victime, mais aussi pour l'image de la Ligue 1, ce qui intervient après une semaine qui a été très houleuse, avec notamment la suspension longue durée de Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille. On aurait pu croire qu'on aurait pu avoir un week-end d'apaisement en ce qui concerne la Ligue 1. Il n'en a rien été, et rien n'excuse le geste de Paulo Fonseca, qui pour autant s'est excusé au micro de DAZN. Et j'ai le sentiment que la suspension à venir va être très longue, et j'ai dans l'idée qu'on ne reverra pas Fonseca sur le banc de l'Olympique Lyonnais en ce qui concerne la Ligue 1, parce que l'Olympique Lyonnais est encore engagé également en Ligue Europa. Ouais, on parle selon les barèmes. Alors, pour l'instant, on s'avance sur rien, mais les barèmes disent que ça pourrait aller jusqu'à 7 mois de suspension pour l'entraîneur de l'OL. 7 mois, on est tout début mars, ça nous emmène jusqu'en octobre. En termes d'image et même de fonctionnement au jour le jour pour l'Olympique Lyonnais, c'est juste catastrophique. John Textor vient de licencier Pierre Sage pour recruter un coach qu'il voulait depuis des semaines. Et ce coach-là ne pourrait potentiellement pas coacher l'OL pendant 7 mois. À quel point est-ce que c'est problématique ? C'est ça, sûr, c'est catastrophique, et ça tuerait le narratif voulu par John Textor, notamment dans son interview pour Canal+, au moment où il expliquait que l'arrivée de Fonseca s'inscrivait dans une logique d'apporter un saut qualitatif dans la perspective de se qualifier en Ligue des Champions avec un entraîneur beaucoup plus expérimenté. Et il se trouve que cet entraîneur expérimenté en question, il pète les plombs après un mois à la tête de l'Olympique Lyonnais. Alors, même si c'est une action isolée, n'empêche qu'il pète les plombs. Et donc, dans la perspective de la course au sprint pour aller chercher ce strapontin en Ligue des Champions, c'est vrai que c'est problématique de ne pas pouvoir compter sur son entraîneur, parce que j'ai dans l'idée que, encore une fois, l'Olympique Lyonnais ne pourra pas compter sur Fonseca pendant une longue durée. Est-ce que, selon toi, pour terminer sur ce sujet, ça vient dire quelque chose, et loin de moi l'idée de donner des circonstances atténuantes, mais sur la pression que subissent les dirigeants, on pense à Pablo Longoria, et les entraîneurs, Fonseca, voilà, chaque semaine. Est-ce que ça raconte ça, ou est-ce que c'est vraiment un sujet annexe ? Non, évidemment, il y a de la pression, parce que, encore une fois, on parle de deux clubs qui ont des objectifs qui sont très élevés, et
tous les 3 jours, ils sont jugés. Bon, tous les 3 jours dans le cadre de l'Olympique Lyonnais. Enfin, même s'ils ont été éliminés en Coupe de France, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une pression qui est importante, mais ça n'excuse en rien leur attitude, parce que la pression est inhérente à un sport de très haut niveau, en l'occurrence le football. Et il faut savoir, entre guillemets, cohabiter avec cette pression et avoir un meilleur regard, une meilleure attention par rapport à cette idée d'affronter la pression. Et donc là, on voit que Paulo Fonseca, justement, il ne l'a pas bien géré et que ça risque d'être dommageable pour l'Olympique Lyonnais.